On est de retour pour la deuxième partie. Alors justement, là, on va voir maintenant le test de l'authenticité. Le test de l'authenticité, dans quoi exactement? Eh bien, c'est le test de l'authenticité lorsque vous voulez parrainer votre époux ou votre conjoint de fait. Et rappelez-vous, on avait dit qu'on va utiliser le masculin un peu juste pour comme généraliser. Mais lorsqu'on voit époux, on voit aussi épouse. Lorsqu'on voit conjoint de fait, on voit aussi conjointe de fait. Alors, la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés au Canada exige que, ainsi que son règlement, donc la RIPR exige que lorsque quelqu'un veut parrainer son époux ou son conjoint de fait, il faut qu'une telle démarche soit l'issue d'une relation authentique et d'une relation qui ne vise pas, une relation amoureuse bien sûr, une relation authentique et une relation qui ne vise pas l'acquisition d'un statut au Canada. Tous les formulaires que vous allez remplir pour faire une demande de parrainage époux ou conjoint de fait, tous ces formulaires-là et toutes les questions qu'on vous pose, c'est un peu pour permettre à l'agent de traitement de faire le test de l'authenticité. Alors, c'est quoi le test de l'authenticité? Donc, la jurisprudence, ça veut dire toutes les décisions passées sur les dossiers de parrainage, époux ou conjoint de fait. Les juges et puis les décideurs se sont mis d'accord sur à peu près 8 facteurs pour tester l'authenticité. Alors, quels sont ces 8 facteurs-là? Je les ai écrits derrière moi, dans le tableau juste derrière moi. Donc, le premier facteur, c'est les circonstances d'origine de la relation. Alors, comment vous vous êtes rencontrés? Ça, c'est super important. Est-ce que la rencontre était de façon fortuite, un peu comme c'est avec tout le monde? Tu étais dans un centre d'achat ou dans une fête. Alors, c'est quoi qu'on veut vérifier dans les circonstances de la rencontre? Est-ce que c'est réaliste qu'une personne puisse rencontrer une autre personne, par exemple, à l'université ou dans une fête ou... alors, la façon dont vous allez parler de votre rencontre va mettre aussi la puce à l'oreille du décideur. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas une seule façon, il y a une façons de faire des rencontres, mais la façon dont tu parles de ta relation, et bien évidemment, il faut que ça fasse du sens. Après, il y a aussi des mariages arrangés où deux familles vont se mettre d'accord et tout ça. Alors ça, c'est du cas par cas. Des fois, ça passe, des fois aussi, ça ne passe pas. Le deuxième point, c'est la durée de la relation. La durée de la relation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Donc là aussi, le décideur va voir un peu pendant combien de temps vous avez été ensemble, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là, est-ce qu'il y a eu des enfants, Donc la durée de la relation est aussi indicatrice sur l'authenticité d'une relation amoureuse. Le comportement lors de la première rencontre, aux fiançailles, au mariage, justement, on vient de voir ici, donc les circonstances d'origine de la relation, vous allez parler de comment vous vous êtes rencontrés. Ben, vous allez décrire, l'autre s'est comporté comment, vous vous êtes comporté comment, ben, qu'est-ce qui s'est passé lors de cette rencontre-là. Alors, les comportements aux fiançailles, donc les comportements aux fiançailles, comment les fiançailles se sont déroulées, ils se sont déroulés où? Est-ce que d'abord il y a eu des fiançailles? Alors, si il y a eu un mariage, ben, le mariage s'est passé comment? Alors, dans les fiançailles, ça s'est passé où? Qui était là? Le mariage également, ça s'est passé où? Qui était là? Alors, c'est important que les membres de la famille soient là, donc les parents, les frères et sœurs, et aussi s'il y a des enfants, il faut qu'ils soient là. S'ils ne sont pas là, il faut justifier pourquoi. D'ailleurs, il faut le justifier dans les formulaires. Ensuite, le quatrième facteur, c'est la connaissance des relations antérieures l'un de l'autre. Donc, si votre époux ou votre conjoint de fait n'est pas votre première relation, vous avez intérêt à savoir un peu sur son historique de relation. Donc, vous avez intérêt à savoir qui la personne a fréquenté avant vous, parce que ce sont des questions qui peuvent revenir. Si la procédure, justement, on va faire une vidéo sur la procédure, exactement comment ça se passe, parce qu'il y a certaines demandes qui passent par une entrevue et d'autres non. Alors, si vous passez par une entrevue, certainement qu'on va poser à votre époux ou à votre épouse ou à votre conjoint de fait si cette personne-là a la connaissance de vos relations antérieures. L'ampleur de communication, pendant combien de temps? Si vous n'habitez pas dans un même pays, même si vous habitez dans un même pays, mais vous parlez comment? C'est quoi la fréquence? C'est quoi la manière, la façon, le moyen utilisé pour communiquer? Ça, c'est super important. Donc, plus vous êtes en communication, plus la relation tend à être authentique. Moins vous communiquez, moins elle tend à être authentique. Ça, c'est super important. Et d'ailleurs, dans l'ampleur des communications, c'est là que la question arrive souvent pour savoir si vous habitez dans deux pays différents, ça fait combien de temps
ou bien quelles sont les fréquences de vos visites et qui rend visite à l'autre. Parce que ce n'est pas compréhensible que vous êtes en relation et puis vous vivez dans deux pays différents, mais que vous ne vous voyez pas très souvent physiquement. Même si chaque jour vous êtes sur WhatsApp ou bien sur Messenger. Nous avons la prestation des soutiens financiers. La prestation des soutiens financiers, qu'est-ce que ça veut dire exactement? La prestation des soutiens financiers veut dire il faut qu'il y ait la prestation d'un soutien financier, d'un quelconque soutien financier de la part d'un des partenaires. Il arrive de très nombreux cas où les deux personnes vivent dans deux pays différents, par exemple, et que les deux sont très stables. Il n'y a pas vraiment de soutien financier comme tel. Mais c'est aussi là qu'on va voir les projets, par exemple, les projets de couple. Est-ce que votre couple a des projets? Est-ce que vous avez des projets pour votre couple, pour votre famille, en fait? Comment vous organisez les finances? L'autre facteur, c'est quoi? C'est la connaissance des enfants de l'autre. Ça, c'est le premier point. Sur le facteur 7, la connaissance des enfants de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? La connaissance des enfants de l'autre, ça veut dire si au moment du mariage, chacun avait déjà eu des enfants ou bien l'un des partenaires avait des enfants, est-ce que votre partenaire est connu des enfants de l'autre? Est-ce que les enfants le connaissent? Ensuite, est-ce que votre partenaire est même au courant que vous avez ces enfants-là? Parce qu'il arrive des relations où quelqu'un a déjà eu 2 enfants, mais il ne le dit pas, évidemment. Mais ces enfants-là aussi, la plupart des cas ne sont pas au courant que papa a déjà ou bien maman a déjà quelqu'un dans sa vie. Alors ça, c'est très important. Ensuite, si les enfants habitent avec vous dans la même maison, ou bien si c'est votre première fois d'avoir des enfants, et puis que ces enfants-là habitent avec vous, comment vous répartissez les tâches? Ça, c'est important. Alors, il y a une préoccupation qui se soulève. Comment tous ces points sont évalués? Alors, la plupart de ces points sont évalués dans les formulaires, mais il est de votre responsabilité d'écrire une lettre explicative qui évoque aussi tous ces points-là. C'est super, super important. Ça va venir appuyer votre dossier. Ensuite, l'intention des personnes au mariage. C'était quoi l'intention au mariage? Parce que je vous ai dit que la loi exige que la relation soit authentique. Donc, pour le parrainage des époux et puis des conjoints de fait, la loi exige que la relation soit authentique. Ensuite, que cette même relation-là puisse ne pas avoir comme but l'acquisition d'un statut au Canada. Ça, c'est super important. Parce qu'il y a des gens qui vont se retrouver dans des relations authentiques, mais ils ont provoqué ces relations-là pour avoir un statut au Canada. Ça arrive aussi. C'était quoi ton intention lorsque tu as décidé d'épouser cette personne-là? C'était quoi ton intention lorsque tu as décidé de cohabiter ensemble avec la personne? Est-ce que c'était juste la résidence que tu visais? Donc c'est ça c'est super important. Donc la prochaine vidéo, nous allons voir les cas pratiques. Qu'est-ce qui arrive vraiment? Qu'est-ce qui est déjà arrivé? Okay? Je vais vous raconter des histoires et puis on va en discuter et puis je vais vous faire voir qu'est-ce qu'il faut éviter. Pourquoi j'ai fait toutes ces vidéos? J'ai fait ces vidéos pour permettre aux personnes qui veulent parrainer leur époux ou leur conjoint de fait de le faire de la bonne façon parce que des demandes mal soumises aboutissent à des refus ou alors à des processus complexes et très lents. Et puis, évidemment, les années passent, on ne rajeunit pas. Donc, vous méritez de vous réunir avec votre famille le plus tôt possible.